Qu'est-ce qui fait le lien entre toutes ces femmes et toutes ces personnes ? Je me suis dit, mais en fait, c'est pas la maladie, c'est ses conséquences. La perte de confiance, l'image de soi altérée, l'ébranlement des fondations qui constituent l'individu, c'est-à-dire s'aimer soi-même, s'apprécier. Et quelle que soit ton expérience, le lien, il est là. Comment est-ce que je peux améliorer ma qualité de vie ? Comment est-ce que je peux me sortir de ce merdier ? Comment je peux sortir de l'état de survie et revenir dans la vie, quoi. De corriger le regard qu'on se porte en les amenant non pas sur ce qu'ils ont de pire, mais en les aidant à revoir ce qu'ils ont de meilleur. Il y a toujours quelque chose de joli dans un visage. C'est pas superficiel de parler de la peau. Et être mal dans sa peau, c'est être mal dans ses entrailles. Eh bien, on se maquille et pour soi et pour les autres. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Parce que si tu as l'estime de toi, effectivement, le regard des autres prend moins d'importance. Parce que quand tu te trouves belle, t'as pas besoin que les autres te le prouvent. Tu le sais, tu le sens. Parce que bien souvent, à force de voir des plaques, des cicatrices, des taches pigmentaires, une absence de sourcils, on oublie qu'on a une super belle couleur d'yeux, on oublie qu'on a un super beau sourire, on oublie qu'on a une méga pommette. On n'est pas défini par ses défauts, on se définit par nos défauts. Prendre soin de soi, c'est pas prendre beaucoup de temps. C'est comment je prends le peu de temps que je m'octroie, mais que je prends du bon temps dans ce peu de temps. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Je vais tout simplement commencer cette intro par citer Karine Larcher, figure emblématique de la cure thermale La Roche-Posay. Il y a toujours quelque chose de joli dans votre visage. Le maquillage doit vous aider à le révéler. Cet outil précieux permet de réharmoniser l'être et le paraître et de restaurer l'estime de soi. Et je la cite encore pour vous donner le ton de cet épisode. Ce n'est pas superficiel de parler de sa peau. Être mal dans sa peau, c'est être mal dans ses entrailles. C'est tellement vrai et d'autant plus vrai quand on est en plein traitement, qu'on a un teint blafard, plus de cils, plus de sourcils, qu'on est fatigué, qu'on a perdu ses cheveux. Karine Larcher est maquilleuse professionnelle, experte en dermocosmétique et maquillage correcteur et responsable de l'atelier maquillage correcteur au centre thermal La Roche-Posay. Il nous paraissait essentiel, les équipes de La Roche-Posay et moi-même, d'aborder ce thème si important de la beauté, de l'image corporelle et de l'estime de soi pendant et après les traitements. Je lui ai demandé de nous raconter toute son histoire pour comprendre ce qui l'a amené en oncologie, à La Roche-Posay, mais surtout à redonner du baume au cœur de toutes ces femmes, et hommes aussi, parce que l'estime de soi, ce n'est pas que féminin. Et ici, je ne parle pas que de personnes en post-cancer, je parle aussi de personnes souffrant de graves maladies de la peau, qui poussent à l'isolement, tant c'est difficile à vivre, aux grands brûlés, aux ados pleins d'acné. Son histoire est touchante, son engagement émouvant, et elle apporte un regard tellement différent sur le maquillage, et le maquillage correcteur plus particulièrement. Alors c'est vrai qu'on aimerait tous avoir une Karine Larcher dans son sac qui nous ferait toutes belles tous les matins, mais son but est d'autonomiser les patients et patientes et de les aider à devenir acteurs de leur propre image pendant et après la maladie. Elle nous donne plein de trucs et astuces vraiment sympas, vivants, pratiques, mais aussi et surtout une philosophie, et je rajoute une philosophie de vie. Un autre regard sur nous qui change tout, que j'ai mis en majuscules. Le maquillage, c'est comme l'écriture. Il y a des majuscules, des virgules, des espaces, toute une ponctuation si importante. Il y a une histoire à raconter et je suis heureuse de vous embarquer dans l'histoire que Karine nous raconte aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente écoute. Cet épisode de podcast nous est rendu possible grâce au généreux soutien de La Roche-Posay. Bonjour Karine. Bonjour Delphine. Je suis trop contente de te retrouver à La Roche-Posay. Alors, je pouvais pas y croire parce qu'en fait, on s'est rencontrés il y a 1 an et j'étais hyper frustrée. On s'est rencontrés à la pharmacie Eiffel Commerce. J'ai dû partir pour une interview ou pour un train, je sais plus. Et donc, en fait, j'ai eu toutes
la théorie et puis j'ai pas eu la pratique. Et j'ai été complètement éblouie par ton côté archi-solaire. Non mais attends, moi je suis authentique et vraiment je me suis dit, il faut que je revoie cette femme. Et puis voilà, quelle chance j'ai de pouvoir t'interviewer ici dans notre petite bulle, parce que ça s'appelle une petite bulle ici. Et je vais te demander d'abord de te présenter. Et puis, on va aller dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu aimerais appeler ce podcast, en fait? Parce que j'ai parlé de beauté, d'image de soi, de confiance en soi. Ça, c'est ce premier piège que tu me poses, Delphine. Écoute, je pense qu'on peut donner tous les sujets qu'on veut. Vraiment, ça touche au plus profond. En fait, je pense que l'idée du maquillage tel que l'on s'en fait, puisque c'est ma partie, clairement, c'est là où je suis le plus à l'aise. En tous les cas, bien sûr, même si le soin est lié, c'est comment trouver sa signature et réharmoniser l'être et le paraître, en fait. Qui, à un moment donné, ils se sont fait la gueule, on va dire. Et en fait, le maquillage, c'est ça. C'est recréer ce lien précieux, refaire que ce corps retrouve un bel écrin, parce que, en fait, ce corps, il est souvent malmené. Et alors que, en fait, c'est un superbe véhicule. Il se bat pour nous aussi. Ouais. Et il mérite, du coup, qu'on aide, si tu veux, quelque part, à changer cette peau de chagrin en lui donnant le plus bel écrin, parce que le corps, c'est un joyau quand même. Sans lui, en fait, on ne pourrait pas faire grand-chose. On est un corps, en fait. Hein. C'est pas on a un corps, on est un corps. Hein, exactement. Voilà. Bon, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, mais je vais te demander de te présenter d'abord. Tu me dis ce que tu veux sur toi et évidemment, pourquoi tu as décidé de faire ce métier et comment tu as atterri ici à La Roche-Posay. Voilà. Bah, alors déjà, moi, je te retourne le compliment parce qu'entre deux soleils, là, il y en a un qui brille encore plus que l'autre. Et vraiment, je te retourne l'appareil parce que c'est vraiment chouette ce que tu fais. C'est moi qui suis très, très flattée que tu portes les yeux sur moi, mais surtout sur l'activité, parce qu'évidemment, je ne suis pas seule. Je suis la représentante aujourd'hui, donc je vais essayer de faire passer le message. Mais donc moi, Karine, je suis pas venue là par hasard. On vient jamais par hasard quand on se tourne vers l'altruisme. Soit c'est parce qu'on est passé soi-même par des expériences très proches, et puis c'est un don de la nature, en fait. Le fait de, tu peux pas lutter. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu vas décider, c'est quelque chose que tu nais avec. Et il y a des gens qui l'ont moins, d'autres qui l'ont plus, et qui vont développer évidemment d'autres qualités. En tout cas, l'amour de l'autre, il vient parce que tu as l'amour de toi aussi. Et donc, je pense que quelque part, j'ai eu les bonnes fondations dans ma vie d'enfant pour avoir suffisamment d'amour pour moi, pour pouvoir en redistribuer, du coup, pour finalement exploiter quelque chose qui m'est naturel, en fait. Je me force pas. J'aime l'humain et il m'exècre aussi parfois. C'est parce que j'ai conscience de qui on est aussi que je me régale. Il me surprend, il peut des fois évidemment être détestable, mais il est capable de tellement de choses. Et justement, ce point, c'est dans le combat que je trouve que l'être humain, il est incroyable. Et notamment pas sous épreuve, en fait. Donc ça me fascine depuis le départ. Alors après, pourquoi j'ai fait ce métier? Si je te dis qu'au départ, je voulais être gendarme, tu me croiras pas, mais c'est la réalité. Et je me suis dit que le kaki irait pas bien avec mon teint au final. Du coup, effectivement, c'était le point de départ. Je voulais faire l'armée, je voulais être militaire, je voulais être gendarme. Et puis, j'ai quand même eu des armes dissuasives autour de moi qui m'ont déconseillé de partir là-dedans parce qu'effectivement, c'était plus, je pense, le côté girly qui aime les costumes et les uniformes. Mon grand-père était militaire, donc c'est vrai qu'il y avait des informations. Le costume, l'uniforme fait toujours son effet. Oui. Et donc, je ne sais pas pourquoi je voulais partir là-dedans. Résultat des coups, je suis pas du tout partie là-dedans. Mais en revanche, je suis partie faire une fac de psycho. Et voilà, donc suite à mon bac, donc moi, je suis une fille du Sud, hein, donc je suis partie à Montpellier. La fac n'a pas été finalement le modèle. Je suis un vrai papillon, donc forcément, moi, dès que tu me donnes de la liberté, j'en ai tellement que je sais pas quoi en faire, donc j'en fais rien. Et du coup, là, j'avais plutôt envie d'être à la plage que d'apprendre. Mais en revanche, ça m'a donné aussi les moyens de faire une introspection, en fait. Parce que je suis allée vers la psycho, c'est pas un hasard, c'est que j'ai toujours été la copine à qui on raconte tout. Et finalement, je me trouvais assez bien dans cette position. Je me suis dit, pourquoi pas? Je me suis dit, je vais mûrir, j'avais 18 ans, hein, donc... J'avais encore le temps de me poser la question. Et à côté de ça, j'avais un côté aussi, j'adore le dessin, j'ai quand même une relation aussi avec l'art qui est présente, mais qui est liée à ma sensibilité initiale en fait. Et je me suis aussi renseignée sur ce côté un peu girly que j'avais et ce que je pouvais faire avec effectivement peut-être une approche de l'esthétique. Et donc, t'as pas continué la psycho, non, en fait? J'ai arrêté. La première année, je me suis dit, OK, on part sur autre chose. J'avais besoin, en fait, d'avoir on va dire des rênes. Et moi, à la fac, le problème, c'est ça. C'est que je suis quelqu'un d'hyper actif. Et si je suis pas dans l'austérité, dans le cadre, je m'éparpille. Donc, en fait, je me suis orientée vers un BTS, tout simplement, d'esthétique cosmétique. En fait, voilà. Et concrètement, je me suis trouvée très bien à ma place. J'ai touché un peu à tout. Et il me restait un dernier stage à faire. Et c'est là où, en fait, les choses vont s'éclairer. C'est que dans les stages, j'avais pas encore vraiment exploré le maquillage. Et en fait, mon père,
Donc esthétique, ça veut dire c'était les massages. Ouais, l'esthétique vraiment. Alors dans le BTS d'esthétique, c'est un peu frustrant, c'est que on est plus dans la technique, on est plus dans le management, gestion d'équipe. Et moi, j'étais en blouse blanche aussi, mais j'ai ressemblé à un brancardier, c'est clairement. Je me voyais ça, c'était l'uniforme des gendarmes. Ouais, c'est ça. La blouse blanche. C'était pas celui-là que je pensais initialement, mais pour le coup, effectivement, je suis quand même assez carrée et forcément, déjà, je me faisais rire déjà en blouse. Mais c'est surtout, effectivement, j'aimais les massages, j'étais un peu moins à l'aise sur d'autres. Voilà, moi j'ai besoin de terrain et là c'est vraiment du management. Mais il y avait une grosse partie aussi qui m'intéressait beaucoup, la cosméto, la science appliquée. Et ça me plaisait beaucoup. J'adorais aussi la bio et la dermato. Donc j'ai fait partie des matières que j'aimais bien. Et il me restait un stage à faire et donc mon père me dit pourquoi tu ferais pas un stage à l'Opéra d'Avignon. Il me dit j'ai un pote, il va peut-être te faire rentrer. Et il me dit si ça t'intéresse. Mais je dis mais clairement. Et donc c'est comme ça que je me retrouve à l'Opéra d'Avignon en tant qu'assistante. Et en fait j'y resterai 2 ans en réalité. Et là, c'était une révélation parce que j'ai trouvé le maquillage, mais surtout ce qui était incroyable. Alors, opéra, théâtre et ballet. Ouais. J'ai vécu une histoire incroyable parce que là, pour le coup, c'était vraiment le lien entre ces 2 activités que j'avais eu, la psy et le maquillage. Pourquoi ? Parce que en fait, j'ai adoré accompagner les gens à changer de peau. Ça commence là, mon histoire avec la peau, en fait. Et des gens qui arrivent stressés en loge. Et puis, et le maquillage, d'un coup, c'est comme si tu mettais un habit de lumière, tu vois ? Et tu les aides et je me suis rendu compte à quel point c'était important déjà là que sans le maquillage en fait ils pouvaient pas rentrer dans la peau du personnage, puis l'habillage et le coiffage évidemment. C'est incroyable ce que tu dis. Et ça c'était vraiment génial et j'ai dit punaise c'est vachement bien. Et puis dans les loges c'est des boîtes de Pandore en fait. Et les gens se livrent à toi, te disent des choses. Oui, parce que dans un stress pas possible avant de monter sur scène, c'est les moments les plus denses. Tu parles de tout, tu parles de n'importe quoi. C'est très intime, en fait, quand tu maquilles quelqu'un. Intime. Ouais. Mais c'est carrément une violation si l'intimité, elle est vraiment à respecter et la gestuelle, et le toucher et le regard que tu portes avant même de maquiller est carrément fondamental. C'est dingue. Il faut préparer les gens à recevoir et aussi apporter le regard qu'il faut. Parce que c'est un regard très intrusif, inquisiteur. Il peut être rassurant, mais aussi il peut être blessant. Notamment, en plus, quand tu te diriges vers le maquillage correcteur, c'est chose que tu apprends aussi. Oui, bien sûr. Oui. Mais, et là, je me suis dit, mais c'est ça, quoi. J'ai passé 2 années incroyables. Donc, j'ai fait mes années de BTS, en fait, et je suis restée en stage à l'Opéra d'Avignon. J'ai appris énormément de choses. J'étais pris en charge par les perruquiers. Donc, et là, je me suis dit, c'est comme ça que je veux finir ma vie. Et puis, mes parents pensaient en avoir fini de moi. Et en fait, non, je leur ai dit que je voulais partir à Paris faire une école de maquillage. Et je suis fille unique. Alors, quand mais tu dis une école de maquillage, mais tu maquillais quand même déjà. Ouais, mais je maquillais. Le théâtre et l'opéra, c'est vraiment quelque chose de particulier. Puis je voulais devenir professionnelle, parce que là, j'étais stagiaire. Donc, pour avoir un papier, quoi. Mais en fait, tu savais déjà, Parce que, non, clairement. Il y a quand même encore des choses à apprendre. Il y a énormément de choses. Le maquillage de mode, de télé, c'est encore d'autres perceptions. Ouais. Les lumières sont pas les mêmes, les outils sont pas les mêmes. On parle toujours pas onco, à ce moment-là. On parle absolument pas onco. Oui. Par contre, on va parler de choses qui vont commencer à me titiller. Ouais. Donc, du coup, je fais cette école à Paris. Ça dure 6 mois. Je me forme sur la beauté. Je sors major de promotion et ça, c'est génial parce que du coup, les choses se précisent. Je suis quand même très flattée. Mon père est très fier parce que mon père était menuisier ébéniste. Donc, mais il voulait être coiffeur quand il était jeune. Sauf que c'était tabou. L'esthétique et la coiffure, il y avait encore un gros travail à faire. Donc, sa fille fait... Mon père dessinait très bien. Il sculptait le bois. Et moi, je me suis dit, j'ai sculpté les visages. Tu vois, c'est un peu le parallèle. Donc, je pense que j'ai ce don. En tout cas, mon père dessine extrêmement bien et il me l'a donné. Et l'altruisme, c'est ma mère aussi. En réalité, je me retrouve à Paris, je fais cette école et je me suis dit, bon voilà, qu'est-ce que je fais maintenant ? Parce que j'ai fait une école, c'est pas pour rentrer chez moi et rien en faire. Ou continuer de nouveau au théâtre et tout ça ? Ouais, mais c'est très compliqué parce que tout ce qui est théâtre national, généralement les gens sont salariés et tu intègres pas comme ça une équipe. Ou alors après c'est l'intermittence, mais en tout cas j'étais trop jeune et trop novice. Et puis j'avais pas de place qui m'attendait concrètement à ce moment-là. Et donc, j'ai fait mes armes au tout départ. J'ai chialé les larmes de mon corps. Je me suis retrouvée aux Galeries Lafayette Haussmann parce que besoin de gagner des sous quand même, parce que avant d'être une artiste. Et tu vas faire le lien après. J'en vis au moment, mais c'est important. C'est un enchaînement de rencontres qui m'amène ici, en fait. Et à ce même moment, donc j'étais aux Galeries Lafayette et c'est là où j'ai commencé à faire de très belles rencontres en tous les cas et commencé à ouvrir mes chakras et que le maquillage s'est précisé. L'école avec laquelle j'avais été formée auparavant m'a contactée pour faire un remplacement et comme j'étais sortie majeure de promo, ils se sont dit on va appeler Karine, elle va peut-être faire un remplacement de mater et comme on a besoin d'être très technique quand on est à l'école, du coup je l'étais encore parce que j'avais pas eu le temps de façonner un style.
Donc, je suis restée 1 an au Galeries Lafayette chez Bobbi Brown, qui est une marque de maquillage. Ouais. J'ai fait mes armes auprès du grand public et j'en ai vraiment chié parce que les femmes, on n'est pas simple. On veut du naturel mais sophistiqué. Donc, les gens venaient, là, dans les petits corners, ils viennent se faire maquiller, quoi. Voilà. Et là, j'ai des soirées et tout ça, ou... Ouais, ou alors, en fait, tout simplement pour acheter des produits. Ouais. Et en fait, autant je me disais, mais c'est pas possible, j'ai pas fait tout ça pour finir au Galeries Lafayette à côté des chiottes et des collants. J'ai quand même fait des super rencontres. Et, je suis sûre, et du coup, ça m'a ouvert, ça m'a appris beaucoup. J'ai beaucoup grandi et du coup, j'ai commencé aussi à m'intéresser à différentes peaux déjà. Et dans ce parallèle plus personnel, du coup, j'ai mon père qui souffrait de psoriasis. Et ça s'est déclenché à ses 40 ans et mon père était en train de tomber dans les abîmes en fait. C'est-à-dire que cette maladie est très pernicieuse. Elle est un peu honteuse aussi. À l'époque, on n'en parlait pas comme maintenant, mais en fait, j'étais déjà très sensibilisée à ce qu'il était en train de vivre, qui était devenu très difficile parce que le pso avait pris le dessus sur sa vie. C'est horrible. Et que je n'avais pas les moyens, la maturité à ce moment-là de faire le lien avec ce que je pouvais faire moi de mon métier et le constat. Moi, j'avais 22 ans, je voulais que des belles peaux, je voulais que des belles femmes et je voulais maquiller que des artistes, quoi. Voilà. Et donc, la première partie de ma vie ne s'est pas collée à celle de mon père par rapport à ça. J'étais témoin de sa souffrance, des lésions affichantes. C'était sur le visage. Alors, partout. Mon père a été touché sur tout le corps sauf le visage. C'est ce qui fait que mon père a probablement pas mis fin à ses jours, mais une violence intérieure très forte. Beaucoup d'isolement, parce que dès que tu souffres de lésions affichantes, c'est ta peau, c'est ta carte d'identité, que tu le veuilles ou pas. Et voilà, je fais un petit coq à l'âne là maintenant, mais en fait, quand on n'est pas bien dans sa peau, enfin, quand on a vraiment des maladies de la peau sur le visage, c'est quand même difficile. Alors, outre la douleur physique, parce oui. que c'est des plaies qui sont douloureuses, la douleur psychique est encore plus forte. Ouais. Et c'est des générations où on parlait pas encore d'accompagnement psychologique, alors que le lien entre la peau et le cerveau, c'est les mêmes cellules primitives au départ, le neuroectoderme. C'est pour ça que la peau et le cerveau communiquent aussi bien ensemble. Ils sont faits pour marcher ensemble. Et c'est pas étonnant que quand le cerveau crie, la peau crie, quoi. Et quand le cerveau pleure, la peau pleure, quoi. Et quand le cerveau éclate de rire, la peau, elle éclate de rire aussi. Ils sont liés, voilà. Et du coup, je faisais pas encore ce lien, mais quand même, j'ai une grosse souffrance. Mon père est vraiment descendu aux enfers parce que malgré tout, il en avait sur les mains. Tu sors plus parce que tu veux plus serrer les mains. Tu peux plus te chausser parce que tu en as sur les pieds. Tes ongles tombent. Tu perds ton statut social et puis après, tu perds ton statut en tant qu'homme parce que ton corps te dégoûte. Mes parents ont commencé à probablement arrêter d'avoir une vie entre guillemets intime parce que tu te dégoûtes, donc tu peux pas t'offrir à l'autre, j'imagine. Et on connaissait l'origine de cette maladie Alors le pso, c'est quelque chose qui est très mal connu, donc c'était très mal soigné à l'époque. Aujourd'hui, on a fait de gros progrès, mais c'est des incertitudes. On ne détermine pas la cause. On sait qu'à un moment donné, le renouvellement cellulaire c'est trop rapide et que les cellules arrivent vivantes en surface cutanée et que du coup il y a une inflammation très forte, ça évolue par poussée et puis après on a une hyperkératinisation, donc la peau est sous un fond très rouge et une épaisseur de cellules mortes blanches collées et t'as l'impression d'avoir une cuirasse, quoi. Bref, et donc je vivais ça en parallèle, mais je faisais pas le lien, voilà, tout simplement. Mais en réalité, pas encore. Et puis cette école dont je vous ai parlé m'a rappelé pour faire ce remplacement et ça allait bouleverser ma vie parce que j'y suis restée finalement 11 ans. Mais dans cette école, j'ai retrouvé des profs que j'avais initialement quand j'étais élève, et dont un qui s'appelle Alain Barthélémy, et qui était donc prof de cinéma et d'effets spéciaux, et qui était vraiment très connu dans les années 70-80 dans les films à Audiard. Donc c'était vraiment le titi parisien avec une gueule fumée comme un pompier, mais vraiment la vraie gueule qu'on aimait, le titi parisien. Et le hasard, il est là, parce que Alain Barthélémy, en fait, c'est celui qui a créé le premier atelier de maquillage correcteur ici. Et en 93, l'histoire fait que j'avais un court-métrage à faire et je devais faire des prothèses de brûlure, mais j'avais jamais vu de brûler, et donc je lui ai tout simplement demandé son aide. Et il m'a dit comme ça, il me dit arrête de faire des pizzas au chorizo. Il me dit viens avec moi, je vais te montrer ce que c'est des gueules cassées. Et il m'a invité ici. Donc effectivement, je suis venue à La Roche-Posay donc pour ses besoins, et je suis venue voir effectivement ce qu'était de la brûlure. Et à l'époque, c'était vraiment que ça ici, donc c'était impressionnant. C'était plus brûlure. C'était très axé brûlure. Et puis c'est la raison pour laquelle Alain Barthélémy avait rapproché à l'époque la station thermale et le laboratoire La Roche-Posay pour formuler un fond de teint qui serait compatible avec les cicatrices. Et il a eu cette idée en se rapprochant d'une brûlée justement qui lui avait fait un constat en disant que le maquillage dans les années 80 qu'elle utilisait n'était pas du tout adapté, t'avais un teint épais, cireux, et que ça tenait pas sur la cicatrice. Et c'est comme ça en fait qu'il a commencé à s'intéresser à cette cause en réalité. Et il a consacré les dernières années de sa vie justement au grand brûlé. Et malheureusement, il est décédé en 2000, mais j'ai eu le temps quand même de venir ici. Et donc, de m'expliquer, de voir un peu différents stades de cicatrisation et surtout comment il maquillait.
Et puis voilà, je suis repartie en me disant que plus jamais je reviendrai, et comme quoi il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Il a fallu que je fasse ma vie, en tout cas que je prenne en maturité, que je comprenne aussi ce qu'était la maladie de mon père. Mais donc tout ça, ça te titillait, quoi. Tu savais que t'allais. Ouais, ça titille. Mais tu sais, il y a des choses que c'est pour ça que je te dis, je suis assez naturelle, il revient au galop. T'as beau prendre des baffes, si tu dois en prendre, t'en reprendras. Je veux dire, l'expérience elle sert, mais ça te change pas. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut laisser cette part de toi prendre le dessus parce que du coup, ça te génère des frustrations, quoi. Et donc, forcément, quand t'es touché par quelque chose, c'est qu'on est dans le vrai, en fait. Pourquoi je voulais pas revenir? Parce que je savais très bien que j'étais touchée par ce que j'y avais vu et que là, j'ai commencé à faire le lien avec ce que mon père pouvait traverser aussi. Ouais. Mais comme j'étais pas réalisée encore en tant que, entre guillemets, artiste et qu'il fallait que j'ai ce manque d'humilité justement pour me satisfaire moi, mais finalement, c'est ça la générosité finalement. C'est nourris-toi d'abord et s'il en reste, distribue, tu vois. Ouais. Et j'avais besoin de me servir. J'avais besoin de savoir qui j'étais, ce que j'allais en faire, qu'est-ce que j'allais devenir, est-ce que j'allais rester à Paris. Ça coûtait de l'argent pour mes parents. Et du coup, j'avais envie de faire des choses, tu vois. Mais je m'étais pas du tout orientée à ce moment-là vers les autres. Enfin, je l'étais quand même, parce que dès que tu touches à l'image, le maquillage, sûr, que tu maquilles des comédiens, des hommes politiques ou pour une émission télé, on est sur le même sujet, on est sur l'estime de soi, si tu veux. Mais je m'étais pas encore tournée à une estime de soi malmenée, si tu veux. Mais mon père a mis l'accent dessus et c'est vrai que ça m'a déjà titillée. Et ce qui fait que quelques années après, donc j'ai passé ma vie de jeune maquilleuse, j'avais besoin de me réaliser aussi en tant que mère pour passer à la suite. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai fait ma crise de l'avant-quarantaine. J'étais salariée dans cette école, j'étais responsable pédagogique, j'y ai appris énormément de choses, mais c'est surtout aussi, ça m'a fait le lien entre Monique Sanas, qui a été la relève d'Alain Barthélemy quand il est décédé ici, qui elle aussi est issue du même milieu que mon école. Et qui, elle, a repris donc en 2000 l'atelier de maquillage ici et qu'il a développé cette fois-ci aux pathologies puisque ça correspondait à l'évolution de la cure. Et elle a commencé donc psoriasis, eczéma et donc du coup t'es au cœur du sujet là pour le coup. Ça y est, on y va. Et elle venait ici et elle continuait à enseigner et je l'ai intégrée dans les cours des maquilleurs parce que je trouvais que c'était hyper intéressant. On nous apprend à faire des choses avec du beau et quand c'est moins beau, on est mauvais quoi. Et je me suis dit finalement peut-être qu'il y a des gens qui seront pas que des artistes et il y a des gens qui peuvent se servir aussi de ça pour faire d'autres choses. Et du coup j'ai pensé à moi en fait, je me suis dit mais en fait t'es en train de parler d'un truc, mais c'est peut-être ça que t'as envie de faire aussi. Et du coup je suis revenue après mon congé mater, donc j'étais maman et là j'étais prête à partir à l'aventure et de quitter le salariat et de répondre à l'appel de mes sens, mais surtout à Monique Sanas qui m'avait proposé par plusieurs fois de reprendre l'atelier de maquillage correcteur parce qu'elle savait que ça me titillait puisque je l'avais ici parce qu'elle voulait partir à la retraite. Et surtout, c'était une période où on avait une ouverture pour les suites de cancer pour la cure. Ça correspondait à ce moment-là où je suis arrivée. C'est un hasard de calendrier, vraiment. Mais du coup, les demandes ont été différentes. En réalité, quand tu souffres de lésions affichantes, la mésestime et le mal-être te poussent à la réclusion. C'est-à-dire que les gens sont dans le retrait et ils ont évidemment pas envie d'affronter la foule et qu'on les regarde. Oui. Et là, en fait, quand on s'est ouvert au post-cancer, on s'est retrouvé faire une déferlante, justement, de fédération. Ces femmes ont eu besoin, et ces hommes aussi d'ailleurs, de se retrouver et de partager. Et en fait, la cure était pas préparée à ça. C'était un tsunami, en fait, parce que les femmes étaient dévoreuses de vie. Elles avaient besoin de lieux d'échange, d'espaces de convivialité. Et en fait, ça allait à l'encontre de ce qu'on avait l'habitude de vivre ici. Et moi, j'arrive là et je me retrouve à... Ma mission initiale, c'était de faire des conférences de façon à inviter les gens à venir après en rendez-vous individuel. Et l'étape. Mais donc pour toutes les personnes qui souffraient de pathologie. Alors, c'était aussi bien un dermato que post-cancer. Sauf qu'il fallait que je trouve le fil conducteur parce qu'à l'époque, les conférences étaient sur la brûlure. Après, c'était sur les maladies de peau. Et là, d'un coup, moi, on me dit de venir. Cancer, et il faut que je fédère tout le monde et avec des attentes bien différentes. Et les premières conférences que j'ai faites, puisque moi, c'était pour ça que j'étais missionnée ici, Sabine, elle était salariée de la cure, elle assurait les rendez-vous individuels. Donc moi, je venais dans les 3 semaines de cure, donc je venais tous les 15 jours, 2 jours. Je lui prêtais un peu main forte quand on avait trop de rush de personnes. Mais moi, je vais surtout en charge le groupe. Et ce groupe, il est important parce que justement, quand on est dans la peur de soi et de s'affronter, le groupe devient une force quand tu te noies dedans. Et les conférences, elles ont cette importance, c'est que en fait, tu es dans le groupe, on te voit pas. Et tu vas voir si tu vas être capable d'aller en individuel et te centrer sur toi. C'est ça qui est le plus dur quand tu parles estime de toi, c'est de savoir est-ce que je mérite de porter du regard sur moi-même et est-ce que je vais arriver à supporter de me regarder dans ce miroir. Et donc ces conférences étaient importantes pour ça parce que j'avais des miroirs derrière moi et je voyais des personnes qui essayaient de risquer un regard et des personnes qui regardent leurs chaussures pendant toute la conférence. Et ça, le but de ma mission, en fait, c'était de sensibiliser
et de les amener à prendre des rendez-vous individuels. Sauf que les premières comptes, c'était le chaos parce que, en fait, tout le monde m'emmenait dans sa difficulté. Et moi-même, j'avais pas encore saisi quel allait être le fil d'or, mon fil conducteur pour que je lie toutes ces personnes. Et après Parce que tu avais toutes les pathologies ensemble, mais oui, quoi. Donc et puis quand t'es boulé, t'as pas du pso, et quand t'as un cancer, t'es pas obligé aussi de parler de la boulure. Et je me suis dit, oh putain, les conférences duraient 4 heures. C'était un enfer, j'étais vidée. Et chacun arrive avec son petit problème, quoi. Enfin, son gros problème, en fait. Hey, Karine, attends, pose-toi 2 minutes. Qu'est-ce qui fait le lien entre toutes ces femmes et toutes ces personnes? Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas la maladie. C'est ses conséquences. La perte de confiance, l'image de soi altérée, l'ébranlement des fondations qui constituent l'individu, c'est-à-dire s'aimer soi-même, s'apprécier, et quelle que soit ton expérience, le lien il est là. Comment est-ce que je peux améliorer ma qualité de vie? Comment est-ce que je peux me sortir de ce merdier? Comment je peux sortir de l'état de survie et revenir dans la vie, quoi? Et ben j'avais mon histoire. Et donc depuis 2010, donc c'est ma 13e session. C'est incroyable. Et du coup, j'ai nourri évidemment d'expérience. J'ai fait moins de boulettes aussi, parce qu'au départ, c'est compliqué de tourner vers les autres. Et puis aussi, surtout, c'est ce que je te disais, moi, je sortais du beau. Quand je dis du beau physique. Et que quand tu te retrouves avec des gueules cassées, comme disait mon prof, et que toi-même, tu dois trouver une solution et que tu n'en vois pas, à un moment donné, tu es censé donner l'espoir. Mais je faisais fausse route. Parce que le maquillage correcteur, et c'est cette passion qui m'anime depuis des années que je viens ici, c'est que j'ai compris la vraie histoire. Le maquillage, c'est pas de la magie. Le problème, on s'en servait comme ça. Comme si un coup de magie allait enlever les années de galère. Le maquillage, c'est de l'illusion. Mais en revanche aussi, c'est un très bon outil à stigmate. Et c'est un stabilo boss, le maquillage. C'est de la couleur et c'est de la matière. Plus tu caches, plus tu montres. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux aider les gens? Comment est-ce que je peux sortir de cette compassion naturelle que j'ai à ressentir la douleur de l'autre et à vouloir la lui prendre pour essayer d'en faire quelque chose de mieux? Comment est-ce que je peux aider? Parce que si je suis du même côté, je peux pas aider. Si je pleure en même temps, si je pleure avec mon père, si je pleure avec les gens qui ont un cancer, si je pleure avec les gens qui ont des brûlures, cette capacité que j'ai à ressentir les choses, mais elles sont pareilles dans la joie. Mais effectivement, j'ai un tempérament joyeux, mais je suis aussi très sombre. Et du coup, c'est pour ça que j'aime aussi les histoires un peu... Quand je dis je les aime, elles me font pas peur, ces histoires sombres, parce que je sais qu'on peut toujours amener quelqu'un vers la lumière, tu vois. Et du coup, je me suis dit, mais ce maquillage, en fait, on fait fausse route. Et c'est vraiment l'ouverture vers le post-cancer qui m'a ouvert ça. J'ai dit, le maquillage, en fait, on s'en sert comme une peau de chagrin. On veut aider les gens, on les enferme derrière une image, de l'épaisseur, de la couvrance. Et là, putain, tu te démaquilles, tu réapparais, c'est pire que tout. J'ai dit, on devient un outil à sabotage, en fait. Incroyable. Et le maquillage, il te sabote. Et si tu veux aider quelqu'un, et c'est ce que moi je fais aux ateliers, mais moi je suis rien, je suis une goutte dans l'océan, mais je peux me féliciter d'une chose, c'est de me remis en question, et du coup aujourd'hui d'avoir de la chance de pouvoir propager la bonne parole. Je suis devenue un petit gourou, mais à mon image, quand je veux dire par là, c'est que c'est tellement important pour moi que le maquillage, on le comprenne et qu'on le rende accessible, et surtout qu'on soit dans la bonne direction. Et on est des milliers à faire ça maintenant, je suis pas la seule à avoir compris que si on veut aider les gens, c'est aller les aider à corriger, non pas le maquillage, les cicatrices, les traces visibles, parce que le maquillage ne peut pas, il n'en a pas ce rôle, c'est de les aider à changer le regard, de corriger le regard qu'on se porte en les amenant non pas sur ce qu'ils ont de pire, mais en les aidant à revoir ce qu'ils ont de meilleur. Il y a toujours quelque chose de joli dans un visage. Et si tout le monde pense ça, ça redevient très facile de donner le sourire aux gens. Parce qu'au lieu de maquiller pendant 3 heures des cernes, des cicatrices, de l'eczéma et du pso, pas-y 5 minutes dessus. Putain, mais t'as 10 minutes pour toi. Fais que les 8 minutes qui restent, ça soit pour mettre en valeur ton œil bleu, ta pommette, ta forme d'yeux, ton teint. Et c'est comme ça qu'on se sourit dans le miroir. Parce que si tu maquilles que ce que t'as de pire, non seulement toi tu le sais, mais en plus maintenant le maquillage le montre aux autres aussi. Oh, c'est incroyable, Karine. Tu vois, c'est un tout autre regard, quoi. C'est ça. Et ça, si tu peux pas imaginer le pied que c'est vrai, en de fait, comprendre parce qu'on ça. pense, on va cacher. Et en Alors, fait, bien c'est sûr. mettre. Mais oui, mais tu l'as cité ici. Il y a toujours quelque chose de joli dans votre visage. Le maquillage doit vous aider à le révéler. Cet outil précieux peut réharmoniser l'être et le paraître et restaurer l'estime de soi. Bien sûr. Voilà. Et des fois, récupérer le sourire, c'est un mascara et c'est un rouge à lèvres qui va faire la différence, quoi. Et ça, on l'oublie, que les choses simples, les actes simples. Et là, d'un coup, j'ai compris quelle était ma mission. Un gain de temps, proposer aussi un maquillage qui reste professionnel dans les explications, qui aussi respecte la tolérance cutanée. On est quand même sur un terrain dermatologique, je ne vais pas faire n'importe quoi. Quand même des produits qui soient adaptés, des techniques aussi qui soient adaptées. Donc j'ai dû tout réapprendre, en fait.
parce que quelque part, non pas que ce que j'avais appris n'était pas bien, c'est que c'était juste pas vraiment adapté, quoi. ou c'était une autre approche, un autre regard. Parce que là, ce que j'ai dû tout réapprendre, c'est à transposer ma gestuelle, parce que l'idée dans tout ça, quand tu accompagnes les gens, c'est pas un one time. L'idée, c'est de les rendre autonomes et que leur vie soit à nouveau entre leurs mains et qu'ils deviennent des acteurs en fait de leur image et qu'elle soit pas sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Parce que te voir jolie une fois et puis c'est tout, tu reviens à ta peau de chagrin et ta vie reprend son cours et ta détresse, elle est toujours là, tu vois. Donc, ce qui était important, c'était, et tout l'enjeu, et c'est là aussi où je remercie le laboratoire aussi, c'est d'avoir su à ce moment-là m'écouter aussi, parce que j'étais à la meilleure place. Je suis à la fois l'utilisatrice en tant que professionnelle, je suis utilisatrice, mais aussi je fais utiliser les produits, donc me sont remontées aussi les problématiques des utilisatrices qui sont pour le coup du grand public. Ouais. Et donc tout ça m'a fait me rapprocher du laboratoire, et c'est comme ça qu'on a fait aussi évoluer les produits. Donc, c'est ça, développer alléger les textures, et puis développer une gamme beauté. Tu as participé à tout ça. Alors ça, c'est la partie que j'ai un peu à part de la cure, mais qui est intimement liée, parce qu'en fait, je me suis rapprochée aussi du laboratoire et que j'ai trouvé aussi une écoute attentive. Et c'est pour ça que j'aime aussi bien la ville, parce que y a des gens extraordinaires et que je suis témoin aussi de tout ce qui se fait. Cette eau, elle est incroyable, mais il y a des gens aussi autour. Ça se fait pas tout seul. Mais aussi le laboratoire, et c'est pour ça que cette marque aussi a mon cœur, et que depuis 13 ans que je suis freelance, vraiment, j'ai quand même un lien de confiance avec le laboratoire. C'est parce qu'ils ont écouté et qu'ils ont aussi accepté de tourner l'idée du maquillage. J'étais quand même la première à leur dire que leur base verte, ça me faisait chier, parce que la base verte, on ressemble à Shrek. La base verte, c'est quand même les fondations de la colorimétrie et de la correction du rouge. Et là, d'un coup, moi, j'arrive, je le dis, le vert, ça sert à rien. Quand on est vert sur tout le visage, et que du coup, on doit remettre du fond de teint par-dessus, et qu'on a déjà des rougeurs, qu'on est en plus un homme, je me suis dit, il faut qu'on aille vers des produits qui permettent une estime de soi envers toutes les personnes. Le maquillage, c'est pas que girly, il faut évoluer. Le maquillage, en fait, on aurait pu l'appeler dans notre nom, je trouve d'ailleurs le nom pas très joli, mais en revanche, c'est l'estime de soi, c'est pas quelque chose que de féminin, et que on peut par ce biais aussi, en ayant des techniques et en ayant des produits adaptés, aussi accompagner un enfant de 5 ans qui va avoir besoin à un moment donné aussi dans sa vie probablement d'utiliser peut-être le maquillage quand on est brûlé, et que évidemment les parents sont souvent les acteurs principaux de la demande, et que moi je maquille jamais un enfant, mais par contre j'informe les parents de ce qu'il est possible de faire et de laisser au choix à l'enfant de revenir plus tard. C'est de mon devoir et de mon obligation de pas faire ressembler une jeune fille de 11 ans à Beyoncé. Il faut aussi que ça soit cohérent. Accompagner des jeunes filles et des garçons qui ont de l'acné, c'est pas anodin de souffrir de l'acné quand on est mal dans sa peau, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. Et il faut pas avoir honte. Sa peau, c'est un organe essentiel, c'est vital, aussi bien dans la protection de nos organes que dans la communication envers autrui. Donc c'est pas superficiel de parler de la peau. Et être mal dans sa peau, c'est être mal dans ses entrailles. Ouais. Et quand tu as 14 ans et que tu es en train de commencer ta vie d'adulte et que tu as plein de boutons par la figure, et que l'ado dit je vais mettre du fond de teint et que le parent dit non, t'as pas l'âge, on est en train de mettre un coup de poignard, parce que en fait, ce qu'il faut, c'est accompagner. Bien sûr, mais si tu leur dis non, elles le feront dans les toilettes, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des filles qui ont une épaisseur fondamentale, et les dermatos disent arrêtez le maquillage. Non. Le maquillage, il est très utile, mais il faut s'en servir pour une juste cause. Et il faut un accompagnement, il fallait revoir les techniques, et il fallait effectivement pour ça garder ce qui est professionnel, mais surtout rendre les gens autonomes, simplifier. Moi, quand les premiers maquillages que j'ai faits, je mettais 1h30. Qui dans la vraie vie, quand t'es sous chimio, est-ce que t'as 1h30 à tenir? T'es crevé, t'as pas envie. Et c'était ça que tu mettais en avant à la pharmacie et fait le commerce. C'était génial. Alors, si c'est moins facile parce qu'il n'y a pas une vidéo, et c'est vrai qu'à la pharmacie, on te voyait et tout. Est-ce que tu avais encore des choses que tu voulais partager? On peut rentrer vraiment dans ce maquillage. Est-ce que tu as des conseils à donner? Mais j'ai envie de te poser quand même une question. Pourquoi et pour qui on se maquille? Tu répondrais quoi quand je te dis pourquoi et pour qui on se maquille? Eh bien, on se maquille et pour soi et pour les autres. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Parce que si tu as l'estime de toi, effectivement, le regard des autres prend moins d'importance. Parce que quand tu te trouves belle, t'as pas besoin que les autres te le prouvent. Tu le sais, tu le sens. Et donc, la première personne que tu dois servir, c'est toi-même. Voilà. À partir du moment où tu souffres du regard des autres, c'est que ton estime est ébranlée et que le regard de l'autre est suffisamment fort pour prendre le dessus sur ta confiance. Auquel cas, le moteur va être comment est-ce que je peux amener les autres à regarder le meilleur de moi-même? Parce que quand le regard sera bienveillant et que par mon maquillage, mon coiffage et mon habillage, qu'on appelle l'image, c'est une communication non verbale, et que je sais ce que je veux écrire et je vais savoir où je veux amener les gens. Je veux pouvoir avoir ce pouvoir justement de contrôler
et de pouvoir dire, bah voilà, j'ai un problème ici, mais grâce à l'écriture de mon visage, ce que je suis en train d'exprimer, je vais amener les autres à regarder le meilleur de moi-même. Et ça, bah du coup, le regard des autres devient bienveillant, bah il renforce ton estime. En fait, les deux sont... C'est vraiment... Ouais. Voilà, les deux fonctionnent ensemble. Moi, tu sais, je crois que je me suis jamais autant maquillée que pendant la chimio. En fait, tu vois, on n'a plus les cils, on n'a plus les sourcils. Donc, j'ai passé du temps quand même. J'ai regardé. Alors, peut-être que je le faisais pas la peau, je savais pas très bien, mais les yeux. J'ai regardé plein de vidéos sur YouTube. Sûr, on a envie, et c'est tellement, tellement, tellement important. Alors. Tu sais pourquoi justement alors du coup par rapport à l'onco justement où la plupart des traitements malheureusement on le sait ont des effets secondaires et le premier qui est très perturbant c'est pas toujours celui qu'on pense, c'est surtout ce que ça laisse, et la perte des sourcils, la perte des cils et des cheveux, tu perds ton identité. C'est d'ailleurs les bases de théâtre. Toutes les expressions, la colère, la joie passent par le regard et le sourcil. C'est ce qu'on apprend à travailler en premier. Donc, c'est pas étonnant que quand la personne... Parce que les gens te disent, mais ça repousse. Bien entendu qu'on espère, et encore, on n'est pas tous égaux là-dessus. Mais ce qui est certain pour l'instant, c'est que moi, je me suis perdue. Parce que le regard que je pose sur moi, j'ai l'impression que je regarde un étranger. Sauf que je dois vivre en c'est très perturbant quand même. L'absence de sourcils, c'est vraiment, vraiment perturbant. Ce qui est perturbant, c'est qu'on perd ses contours, en fait. On n'est plus que des volumes, en fait, et des creux. Et il n'y a rien qui nous contourne. Et on perd l'âme, en fait. Elle est pas loin en fait, hein. Elle est toujours dedans. C'est juste que on perd notre identité. Le sourcil c'est identitaire, le regard aussi. Et voilà, l'idée aussi c'est que le maquillage puisse rallumer cette flamme. Alors, comment est-ce que... J'ai envie de te poser des questions. Après, tu développes vraiment comme tu veux. Mais voilà, quelles sont les règles de base pour bien se maquiller? Donc, j'avais noté des petits points. Attitude, mental, position, lumière, peau. Enfin, c'est carrément ça. Voilà, regard, bouche. Qu'est-ce que tu auras envie de dire comme ça sur un podcast où on imagine... C'est vrai qu'on n'est pas devant un miroir ou quoi, mais... Ouais, alors déjà, la première chose, se maquiller, en fait, c'est pas anodin. Déjà, c'est pas naturel. Il faut enlever les tabous. J'ai plein de femmes qui me disent, Karine, j'ai honte, je sais pas me maquiller, mais il n'y a pas à avoir honte. On n'est pas avec une notice. Le maquillage, le coiffage et l'habillage, c'est contre nature. Hein. Faut déjà le savoir. On n'est pas né pour se maquiller et se coiffer. C'est une invention sociétale. Ouais. En revanche, l'art du maquillage et l'art corporel existent depuis la nuit des temps. C'est un premier moyen de communication avant le langage parlé, le langage oral. On se peignait le corps et les couleurs utilisées, les matières nous disaient, bah là, c'est le chef de la tribu. Donc ça a toujours parlé. Depuis toujours, en fait. Depuis toujours. Ça, oui. Sauf qu'on a oublié ça. À la base aussi, c'est un atout de séduction. Et le problème, c'est quand on commence à pervertir tout ça et qu'on s'en sert pour un acte de camouflage. Le maquillage, là, ça marche plus. Tu sais, moi, je suis génération de Tipex. Et je dis toujours à mes curistes, rappelez-vous, le Tipex, moi, j'avais un prof de français qui me disait... C'était l'horreur. Horrible. Parce que, en fait, je vois où sont toutes vos fautes à cause du Tipex. Il y en avait plein les copies. Et du coup, je voulais dire qu'effectivement, le maquillage, c'est un outil. Et quand on pose ses pinceaux et la couleur sur le visage, il faut savoir ce qu'on veut raconter. Il y a deux façons de se maquiller. Il y a celles qui vont vouloir se romancer et celles qui vont vouloir écrire une autobiographie. C'est comme une écriture d'un livre. Il faut savoir ce que tu veux écrire. Alors, qui va se romancer ? C'est toutes celles qui n'ont pas forcément l'utilité de se maquiller tous les jours, qui n'en ressentent pas le besoin, mais qui vont quand même être dans la séduction malgré tout et qui vont chercher à être un peu différentes pour un événement. Et là, le risque, quand on se maquille pas tout le temps et qu'on le fait, c'est de se déguiser. Ça, je me souviens que tu avais dit à la pharmacie. Et ça, c'est typique. Ouais. À l'épreuve du mariage, c'est juste ça. Hein. Quand tu n'as jamais mis de robe et que tu en mets une et que tu ressembles à une meringue ou que tu n'as jamais mis de costard. En fait, voilà, le tout, c'est pas parce que tu le fais pas tout le temps qu'il faut pas que ça te corresponde. La deuxième chose, c'est des personnes qui vont chercher plutôt un maquillage signature. C'est en fait comment je peux tous les jours me trouver jolie sans pour autant accessoiriser avec mes vêtements. Mais voilà, ça va être ma carte de visite. J'ai soit une bouche rouge, soit un eyeliner. Donc voilà. Donc peu importe l'idée, c'est qu'il faut que ce soit cohérent avec qui vous êtes. Le truc qui est hyper important, souvent les filles me disent je veux être naturelle. Il faut pas confondre naturel et être fade. Et ça, c'est vraiment important parce que déjà, la première chose, c'est qu'on a un réflexe. Je sais pas pourquoi, on pense que quand on dit maquillage naturel, on pense au brun. Moi, j'aurais pensé, je sais pas, au bleu du ciel, au vert de l'herbe et au jaune du soleil. C'est aussi très naturel. Le problème, c'est que les marrons, par exemple, le premier conseil, c'est si oui, c'est naturel, c'est les couleurs de la fatigue. Donc, il y a déjà des mauvais réflexes. Si on veut se réveiller, c'est de devoir utiliser des teintes, justement, qui nous éteignent pas. Donc, les bruns, il faut se méfier. Alors, toujours faire attention, évidemment, aux préjugés. Et si tu as envie de mettre du bleu et que tu le portes très bien, ça peut être très naturel. Moi, je porte une bouche rouge, je me sens très naturelle. Pourtant, on voit que ça. Voilà. Donc, être naturel, c'est quelque chose qui te ressemble. Ouais. Déjà. Et surtout, à partir de là, il faut suivre des étapes parce que le maquillage, ça s'apprend. Et comme tu apprends à écrire et à lire, il faut que tu trouves une majuscule quelque part sur ton visage. Comme l'indication dans une phrase, la majuscule, elle est majestueuse et elle te dit l'histoire commence ici. Eh bien, Delphine, quand je te regarde, où est-ce que tu veux que ton histoire commence ? Où est-ce que tu veux que je te regarde en premier ? Eh bien, il vaut mieux que ça soit sur quelque chose de sympa.
Et le problème, c'est quand tu passes 3 plombes à mettre de l'anti-cerne sur tes cernes, certes, t'as plus de cernes, t'as 2 ronds blancs, mais par contre, t'as pris 400 ans sous chaque paupière. Quand tu caches tes boutons et que tu épaissis ton teint, du coup, on te regarde parce que t'as un teint, on dirait une cire du musée Grévin, et que du coup, c'est parce qu'on regarde ton teint qu'on dit, tiens, elle a des boutons. Tu me parlais des sourcils. C'est pareil. Les sourcils, quand on n'en a pas et qu'on décide de les redessiner, s'il te plaît, essayons de proposer un sourcil qui est en adéquation avec ce qu'était la personne. Elles ressemblent toutes à Kim Kardashian. Alors, j'ai parfois des femmes qui disent, mais moi, je les épilais pas avant. Et on a l'impression que elles sont au concert de Beyoncé avec les sourcils hyper stylisés. Mais ça stigmatise, ça choque. Parce que l'idée, quand on accompagne quelqu'un à retrouver une image, une confiance en soi, on essaye de se rapprocher, et généralement, surtout en oncologie, de l'image qu'on a de nous dans le passé. Le présent et mais alors, comment les femmes font si elles... Bon, est-ce que toutes les femmes savent ce qu'elles ont envie de mettre en avant? C'est ça. Alors, elles savent ce qu'elles aiment pas. Ça, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est le point de départ. Donc justement, quand tu sais ce que tu n'aimes pas, justement, n'essaye pas d'attirer l'attention en premier sur ça, et encore moins l'intention finale. C'est comme le point d'exclamation, le point d'interrogation, ça donne l'intention. Il faut que le défaut, ce qui est vécu comme un défaut, qui est pas forcément ce que nous on perçoit, mais c'est ce que la personne. Ouais. Alors après, effectivement, il y a des lésions affichantes, on peut pas les nier. En fait, le conseil, c'est de faire toujours attention à ce sur quoi on va mettre l'accroche. Donc le défaut, il faut le transformer en singularité. Il faut pas le rendre absent, parce qu'il y a des gens qui maquillent pas parce qu'ils aiment pas. Mais quand tu maquilles pas, tu rends présent par l'absence. Et quand tu maquilles trop tes yeux parce que t'aimes pas tes lèvres, par exemple, on voit en premier tes lèvres pas maquillées. Donc, c'est un subtil. Oui. Donc tout se maquille sur un visage, et c'est pour ça qu'on a besoin dans une phrase d'une majuscule, d'une virgule à un moment donné pour donner la cadence, et qu'on a besoin d'une ponctuation finale pour comprendre ce que tu veux faire. Et sur ton visage, c'est pareil. Je dois trouver où est ta virgule. La virgule, on comprend donc qu'on doit la poser sur ce qu'on aime le moins. Il faut pas la mettre trop présente parce que du coup elle accroche l'œil. Et si tu la laisses trop fade, du coup elle accroche l'œil aussi. Tu comprends? C'est comme les timides qui s'excluent du groupe, du coup on les voit encore plus. Voilà. Ça paraît compliqué ce que tu dis, mais en fait ça ne l'est pas, quoi. Et du coup, quand tu sais ce que tu n'aimes pas, c'est déjà un regard tellement différent, en fait. Alors, quand tu sais pas ce que tu as de beau, tu sais ce que tu trouves pas beau déjà. Donc c'est le point de départ. Donc ça c'est vraiment déjà pas mal, parce qu'après tu vas composer avec ce qui reste. Généralement, il reste des choses sympas. Et c'est là aussi où je glisse un message subliminal. Ne pas hésiter à aller voir quelqu'un, parce que, et pas quelqu'un, pas un fifio, quelqu'un qui connaît et qui peut vous aider aussi à sortir de votre regard un peu malveillant, et qui va porter un regard nouveau sur vous et qui va vous aiguiller, parce que bien souvent, à force de voir des plaques, des cicatrices, des taches pigmentaires, une absence de sourcils, on oublie qu'on a une super belle couleur d'yeux, on oublie qu'on a un super beau sourire, on oublie qu'on a une méga pommette. On n'est pas défini par ses défauts, on se définit par nos défauts. Et le maquillage, il va se régaler à faire ça. Il va stabilo-bosser ce que tu lui dis de faire. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Parce que c'est vrai que là, on n'est pas dans un atelier, un workshop. Voilà, quelques conseils comme ça pour les femmes. Déjà, t'as probablement des vidéos que je pourrais partager sur ma... T'as des vidéos? T'as fait des vidéos que je pourrais partager sur ma... Non, sur ma page du site. En fait, moi, j'appartiens à tout le monde et à personne. Donc, en fait, en réalité, il y a plein de choses qui sont faites un peu à droite, à gauche, mais il faut les glaner. J'ai rien fait. Il faudrait que je fasse en mon nom, d'ailleurs. Peut-être je vais trouver quelques... J'en ai fait plein, mais c'est vrai qu'après, si tu veux, la ligne conductrice, en fait, très simple, si on doit simplifier les choses, on se prend en main en 5 étapes. Ok. Simple, rapide, efficace. Là, on parle de maquillage. Maquillage, mais le maquillage, c'est la cerise sur le gâteau. Il y a une étape de soin. Le maquillage, c'est des produits de surface. Ça va vivre en fonction de ce que tu lui offres. Donc, si tu prépares pas ta peau, eh bien, tu vas ressembler à une vieille peau, justement, parce que le maquillage, comme ce sont des produits de surface, ils vont se régaler à stigmatiser les cellules mortes, les ridules, parce que ça n'a pas un autre pouvoir que de rester en surface cutanée. Donc, plus ta peau est préparée, donc formation numéro 1, step 1, une peau parfaitement propre et nettoyée. Pas de superposition de maquillage, parce que ça aussi, je le vois. J'ai gardé mon mascara de la veille, parce que j'avais la flemme de le remettre. J'ai fait mon super teint lundi, je le ferai dimanche prochain. Un peu comme tu changes tes draps, tu vois. Pas très assidu. Sauf que sur la peau, c'est préjudiciable, n'est-ce pas? Après, on fait des boutons. On dit, c'est le produit. Non. Et le produit, certes, mais on se démaquille. Donc, sur une peau, geste 1, parfaitement propre, démaquillée ou lavée en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Oui. Brumisation d'eau thermale en premier. Une peau qui est humide, c'est une peau qui va recevoir les soins et qui va être, évidemment, ouverte et accueillante parce qu'elle est assouplie. Et quand vous allez mettre votre sérum qui vous coûte la peau des fesses, c'est pas les cellules mortes qui vont l'emporter en squamant. La peau est souple, donc du coup, ça va faciliter la pénétration des produits. Ça, c'est la première chose. Et puis, on tapote pour sécher alors? Non, on brumise, et si on brumise, on n'a pas besoin de tapoter.
les petites particules d'eau vont se placer sur le visage et vous allez être rafraîchi, apaisé. Silice, sélénium, en plus la roche posée, c'est un peu les vertus, mais vous pouvez ça avec une eau florale aussi. Mais c'est vrai qu'une eau dermatologique, c'est bien. Silice, sélénium, ça apaise, ça rafraîchit, ça resserre les vaisseaux sanguins. Si tu as des rougeurs, ça les apaise. Si tu as un feu inflammatoire, ça les calme. Et si ta peau est cartonnée, ça l'assouplit. What else? Ne pas confondre brumisation et pulvérisation. Quand on se pulvérise, ça veut dire qu'on se mouille le visage, c'est qu'on est trop près. Et là, si ta peau est mouillée, attention, l'eau n'hydrate pas. L'eau déshydrate. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la capacité à se retenir. Elle est évaporée par l'air. Donc, on ne laisse jamais de l'eau ruisseler. Et on est à combien? La distance, c'est simplement en fait un bras. Entre le bras tendu et l'ongle droit. À partir du moment où la main et la bombe d'eau vient vers vous, vous allez être mouillé. Il faut qu'elle soit inclinée vers l'extérieur. Et là, vous êtes en brumisation. Tu fais ça tous les matins? Tous les matins et tous les soirs. Moi, je le fais. Et moi, tous les soirs en plus, quoi. Ah oui, tous les soirs. Oui, parce que quand tu te démaquilles, ça permet à la peau de faire peau neuve, justement, et de pouvoir s'apaiser et de faciliter son endormissement aussi. C'est important. Hein. Il y a des gens qui vont préférer prendre le temps le soir et d'autres le matin. Il n'y a pas de règle. Il faut que ce soit la vôtre. Ce qui vous convient. Brumiser, là, du coup, la peau est humide. Tu mets ton petit sérum si tu en as besoin. Même si c'est resté encore... Enfin, donc, c'est un petit peu humide. Alors, si c'est humide, la peau va être parfaite. Elle est assouplie. Donc, les produits vont pénétrer. Il n'y a pas de résidus mouillés d'humidité. Okay. D'accord ? Ensuite, si effectivement il y a des gouttes d'eau, il faut appliquer une éponge ou une serviette en éponge ou un Kleenex pour ôter, parce que ça va tirailler derrière. On met son petit sérum si c'est nécessaire. Sinon, on enchaîne avec sa crème de jour en lissage de l'intérieur du visage vers l'extérieur. Ça permet d'hydrater et d'apaiser sa peau. Des gestes doux, jamais de friction. Parce que du coup, ça traumatise cette peau qui, elle, a besoin de douceur et de câlin. Ensuite, on va défroisser son regard. Le matin, on a souvent les yeux qui sont soit gonflés, soit effectivement on s'est mal endormi. Du coup, le matin, on a des œdèmes, la circulation lymphatique se fait pas. Tout simplement, on est fatigué. Donc, le matin, le contour de l'œil est important. On vient aussi le travailler avec un produit spécifique qui nous permet de lisser le contour de l'œil, pas de manière intempestive. On vient simplement détendre le contour de l'œil avec des gestes souples. Avec les doigts, par exemple, on va venir au niveau du sinus, là. Ouais. Et on va venir hydrater ses sourcils en les lissant vers l'extérieur. Et on va exercer un cercle qui va prendre donc le sourcil, la patte doigt et le coin interne. On fait ça avec 3 une fois. crème, tu dis alors? Avec une crème pour le contour des yeux. Et ensuite, on va réduire le cercle. Et pendant 2 applications, on va venir hydrater le pli paupière, la patte doigt et le coin interne. Et ensuite, on revient lisser. Ça fait déjà un petit peu de yoga des yeux. Et ça permet d'éclaircir le contour. Ouais. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut photoprotéger. Ça, c'est primordial. La photoprotection, si elle est induite parce qu'on a des traitements photosensibilisants ou si on est soi-même photosensibilisant par rapport à son type de peau. Hein, généralement, les personnes qui font des masques de grossesse, des taches pigmentaires, il faut se photoprotéger, ça c'est important. Et si on fait pas tout ça... Mais ça, c'est toute l'année. La photoprotection, elle est quand même aujourd'hui importante. Mais on a parfois des protections dans la crème de jour. Ça suffit alors? Oui, alors ça dépend. S'il y a une indication médicale, par exemple, toutes les personnes qui sont sous médicaments photosensibilisants, ça c'est indiqué. Il faut se photoprotéger à 50 tout le temps. Chimio, antibiotiques, contraceptifs, pilules. Certains médicaments sont quand même très photosensibilisants et si on se photoprotège pas, eh bien effectivement, on va avoir une réaction avec la lumière et c'est les taches pigmentaires qui apparaissent. Ça, c'est vraiment quand il y a une indication. Après, on peut être entre 30 et 50. Mais c'est vrai que c'est préconisé d'être sur un maximum de protection UVA et UVB. En revanche, sur une application quotidienne, on n'est pas obligé d'être à 30 et à 50 tout le temps. Mais par contre, on est quand même exposé à la lumière. Ouais. Et c'est là où il y a une confusion. Les femmes confondent l'exposition solaire et l'exposition à la lumière. L'exposition à la lumière, dès qu'il fait jour, on est à la lumière, même quand il pleut. Donc, la photosensibilisation, elle se fait aussi. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui... Et puis, il y a les UVA qui passent quand même toujours. Alors, il y a la lumière visible et les UVA qui sont évidemment toujours très présents. On ne les sent pas. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'en méfie pas. Mais c'est eux qui causent des dégâts collatéraux avec ceux qu'on connaît, les dérives vers les cancers de la peau. Mais en tous les cas, cette photoprotection, aujourd'hui, elle est entre 15 et 25. Et on les trouve dans les crèmes de jour facilement parce que c'est pas trop épais. À partir de 30, c'est compliqué. On est déjà dans un solaire. Ouais. Voilà, parce qu'on a un peu plus de protection, donc forcément ça épaissit les textures. Mais déjà, si on est tous les jours au moins à 20 et qu'en plus on se maquille, on rajoute un bouclier de protection. Donc photoprotection, et ensuite effectivement, on va corriger si c'est nécessaire, la juste mesure. La correction, elle doit être faite avec un produit qui est spécifique et qui s'appelle un correcteur. Parce que utiliser un fond de teint comme un correcteur, c'est là où on se plâtre. Utiliser une bébé crème pour cacher, c'est là où on fait erreur. Ce ne sont pas des produits qui sont faits pour ça. La bébé crème, c'est un skincare teinté. Elle illumine, mais elle ne peut pas cacher. Donc, ça ne sert à rien de vider le tube.
Du coup, tu épaissis et ça te donc fait des boutons. c'est d'abord un correcteur avant la crème teintée. Alors, non, en fait, on va identifier son besoin. Mais il faut utiliser le bon produit. Si tu n'as pas besoin de corriger, tu mets qu'une bébé crème. Mais si tu veux corriger, eh bien, il faut faire attention. Donc, une cerne, par exemple. Donc, il va falloir identifier différents produits par rapport à leur couvrance. Les bébés crèmes, pas de couvrance. Le fond de teint, ça sert à unifier, légère correction. Et après, le correcteur, beaucoup plus pigmenté. Si en plus on prend un correcteur dermatologique, il est fait aussi pour être mis en relation avec des lésions cutanées. Donc on peut corriger des boutons, on peut corriger de l'eczéma, du pso, du vitiligo. Il doit être testé en oncologie pour être sûr de la compatibilité avec les traitements. C'est pour ça qu'on va vers des produits un peu plus spécifiques. Mais en revanche, effectivement, il faut identifier le produit et soit on unifie, et une fois qu'on a unifié, on corrige. Des fois, on peut juste avoir... donc d'abord la crème teintée et puis après corriger... le fond de teint, comme son nom l'indique, c'est au fond. Oui. Voilà. Mais en fait, moi, fond de teint et crème teintée, je suis un peu perdue là. Mais crème teintée, c'est comme des BB cream. Exactement. Voilà. Et un fond de teint, c'est plutôt... C'est un produit de maquillage. La crème teintée, la bébé crème font partie des produits de soins teintés. Donc, ils se positionnent dans la gamme des soins. Ils ont une partie qui va être skincare, donc qui va permettre d'hydrater, apaiser, nourrir, hydrater. Et on va avoir quelques pigments qui vont jouer soit un rôle de réflecteur de filtre UV, donc protecteur solaire, mais aussi des oxydes de fer qui vont permettre de donner un léger hâle, par exemple. Oui, puis ça matifie, enfin, ça harmonise. Ça harmonise, ça hydrate, ça photoprotège, ça illumine, mais ça couvre pas. Ok, cette crème-là. Et puis après, le correcteur. Alors donc là, on va le cibler et on va le mettre là où on en a besoin. Cerne, sillon nasogénien, taches pigmentaires, boutons. Et là, effectivement. Et là, ça vient sous quelle forme, en fait? Alors, ça peut avoir différentes formes. Ça peut être liquide, ça peut être crème, ça peut être compact. Mais le point commun entre toutes ces formes, c'est qu'il y a plus de pigments et il y a moins de transparence. Et c'est l'opacité et les pigments qui vont avoir une action correctrice et pas l'épaisseur, comme on peut le penser. Ouais, ok. Voilà. C'est pour ça qu'il faut des produits dédiés, identifier son besoin. Et si tu n'en as pas besoin, c'est pas grave. Oui, et alors est-ce que tu peux rappeler une règle? Qu'est-ce qu'il faut surtout pas dans tous ces produits? Ah déjà, qu'est-ce qu'il faut Ça, c'est le point de départ, parce que ça, mon Dieu. Alors effectivement, je profite que tu me donnes la voix pour essayer de donner la bonne parole. Je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais c'est pas grave, j'assume. Arrêtez d'essayer vos fonds de teint sur les bras, sur les jambes. Tu sais, je dis toujours, quand vous essayez un jean, tu le mets pas sur les bras pour voir s'il va sur tes fesses. Donc, concrètement, le fond de teint arrêté, ça s'essaye là où ça s'applique. Donc, si c'est un fond de teint ou un correcteur qui va être local, on le teste là où on va l'appliquer parce que les colorations sur le visage sont diverses et variées. Si tu cherches un anti-cerne, tu l'essayes pas sur ta joue alors que tu vas le mettre sur les cernes. Donc, si c'est local, c'est toujours à cheval entre la peau naturelle et ce que tu veux corriger. En revanche, si c'est un fond de teint où tu veux mettre ton correcteur partout, le test, c'est l'ovale du visage, sur le volume du menton et sur le creux du menton, parce qu'on va voir les différentes variations de lumière. Toutes les lumières. La couleur, elle va apparaître. Donc, le dernier mot de la fin, c'est vraiment le teint qui est problématique, parce que c'est un teint vraiment hépatique. Hein. Il faut faire très attention quand on le prend trop orange, et ça te rend aussi gai qu'un jour de pluie si c'est trop clair. Et si tu tombes de sous-ton, que tu mets un pigment rose, tu ressembles à porcinet. Et si tu te mets un pigment trop jaune, tu as une vieille carotte ratatinée ou un butternut pour Halloween. Donc, c'est pas anodin. On est en train de se signer là avec le teint. Et le teint, c'est ce qui fait le maquillage naturel après. Si le teint est lumineux, il est épuré, besoin d'un petit ras de cils, un peu de mascara ou de booster le sourcil si il s'est fait rare, un peu de blush sur les lèvres, n'importe quoi, un peu de blush sur les joues, et pourquoi pas un peu de couleur sur les lèvres ou un peu de brillance. J'ai une ponctuation, une lecture qui est parfaite. Et elle est très simple. Mais le teint, c'est le b.a.-ba. Et donc, ce teint, si on veut une bonne indication, eh bien, il faut veiller à ce que la teinte soit pas trop foncée. Comment on sait si le fond de teint est foncé? Vous allez avoir une barre marronnée qui apparaît. Si c'est trop clair, ça fait gris. Si c'est pas le bon sous-ton, la peau, elle va rejeter tout simplement la couleur qu'elle a pas. Donc, si tu as une ligne rose qui apparaît, stop. Elle est en train de te dire, tu me fous un pigment que j'ai pas. Donc, je te le montre. Donc, si c'est rosé, eh bien, il faut que tu ailles vers des fonds de teint plus dorés. Et si au contraire, tu as une jaune ou orange qui apparaît, tu es sur un sous-ton qui est trop chaud alors que ta peau est probablement plus froide et plus rosée. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir quelqu'un quand même, non? Je pense qu'il faut venir à La Roche-Posay, il faut aller voir Clémentine. Mais et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut te retrouver à Paris, en fait, parce que tu n'es pas tout le temps ici. Mais donc tu fais des ateliers? Non, absolument pas. En toute humilité. Sincèrement, je consacre mon temps à La Roche-Posay parce que c'est un endroit que j'aime. J'adore revenir retrouver mes curistes. Je suis pas avare d'informations quand on me les demande, mais mon activité reste aussi la mode, reste aussi le reste. Et je consacre beaucoup de temps à la formation, justement, où je me suis rapprochée des socio-esthéticiennes pour leur donner aussi des bonnes bases parce qu'elles sont souvent mal à l'aise avec le maquillage, alors que c'est tellement facile. Et c'est là où c'est magique. C'est pas la correction que tu fais. Je trouve qu'on devrait tout avoir
avoir en fait une Karine dans son sac. Mais une Karine dans son sac, mais un cours de maquillage, quoi. Parce que oui. moi, je te vois avec tes belles lèvres rouges. Mais c'est juste magnifique. Et moi, je me dis, oh ben, ça me va pas, le rouge à lèvres. En fait, on a des idées comme ça, et je sais plus qui avait dit, mais le rouge à lèvres va à toutes les femmes, en fait. Non, alors je suis pas d'accord. Ah, ok. Parce que c'est dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, le bon, non. peut-être. Les teintes ne vont pas à tout le monde. Si tu as des dents jaunes et que tu fais une erreur de rouge à lèvres, s'il y a du bleu dedans, du violet, ça fait ressortir le jaune de tes dents. Ah ouais. Si tu as des lèvres trop fines et que tu mets une couleur trop mate, ça les serre, ça te rend amer. Donc non, c'est faux. En revanche, ce qui est sûr, c'est que on peut tout trouver son rouge à lèvres. Voilà. Et ça, oui. Mais c'est la relation que tu as avec tes dents et que ta relation avec ta bouche. Et moi, si j'ai une bouche rouge, comme tu dis, c'est par excellence une correction que j'ai de ma part. J'ai de l'eczéma sur les paupières. Et ben moi, en fait, j'ai choisi de mettre ma virgule sur ma bouche parce que le réflexe que j'ai eu, moi, au départ, comme toute, c'est de maquiller mes yeux encore plus noirs. Donc finalement, en maquillant mes yeux plus noirs, je donnais aux gens la virgule. Elle n'était pas là où il fallait. Mes yeux devenaient la majuscule. J'étais stigmatisée moi-même par mon maquillage et les gens me trouvaient fatiguée. Parce que quand tu as de l'eczéma sur les paupières, c'est pas la vie est pas un long fleuve tranquille. Tu te grattes et je ressemblais à l'oncle Fétide. Au final, raté, et même si je suis maquilleuse, j'étais à côté de la plaque. Les gens regardaient mes yeux, je me les grattais, j'étais fatiguée, je me démaquillais, je faisais encore plus mal. Moi, je vois ta bouche, quoi. Et ben le jour où j'ai compris ça, je me suis dit attends, mais en fait, qui t'oblige à maquiller tes yeux ? Amène les gens à regarder là où tu as envie qu'on commence à te lire. Tous se sourire. Et c'est là où tu comprends qu'on a le choix de mettre la majuscule sur ce qu'on aime de soi et de chercher à mettre la virgule sur ce qu'on a de pire pour que ça devienne non pas quelque chose qu'on renie parce qu'on vit avec, et il faut autant bien cohabiter. En revanche, on l'intègre dans un ensemble, mais c'est ni le défaut qui vient à l'accroche, il existe, et finalement, parfois, il nous donne cette singularité qui est si importante et qui nous rend parfois si belle, tu vois. Je me demande bien si c'est même pas une magnifique conclusion de podcast, en fait. Mais écoute. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à toutes les femmes devant ce miroir ? Oui, peut-être un petit point à lumière, parce que un petit point, parce que c'est vrai que je vois le temps qui passe et je sais que toi tu dois encore déjeuner. Il est 2h. Non, mais je commence ma conférence dans 1 minute, mais j'y vais. Ils vont m'attendre, c'est pas grave. Ouais, c'est pas embêtant ça. Si, mais elles vont s'en occuper. Je finis avec vous et je vais vous laisser. Je passerai des heures avec toi, mais le devoir m'appelle. Peut-être la lumière, la position, et puis qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes les femmes devant leur miroir ? Voilà, comment est-ce qu'elles vont trouver la chose qu'elles aiment ? Alors déjà, il faut tomber à nouveau amoureuse de soi. Ça, c'est la première chose. Si on l'a jamais fait, il faut arriver à s'aimer parce que c'est le point de départ. Comme je vous l'ai dit, le maquillage, c'est une écriture, donc il faut pas écrire n'importe quoi. On mérite pas ça. Surtout quand on mène des combats. Je veux dire, on se doit de se valoriser parce que voilà, le corps, l'esprit, ils ont fait un marathon. Et donc du coup, il est vraiment important de respecter. Mais par contre, il faut s'aider de l'extérieur. Être dans un endroit où on se sent bien, pas forcément la salle de bain. Ça peut être n'importe où. En revanche, si c'est n'importe où, il faut un éclairage réaliste, une lumière blanche à reflet chaud qui soit celle de l'extérieur pour pas se retrouver trop maquillé à l'extérieur. Avoir aussi une vision de soi dans le miroir agréable. Donc quand on se positionne devant le miroir, c'est toujours, on va chercher la lumière comme le font les peintres quand ils éclairent leurs œuvres. La lumière vient toujours du haut et en oblique. Donc pour ça, en fait, il faut rester digne, il faut rester belle. C'est le seul moment où on peut être hautaine. Le menton vers le ciel et les yeux vers le bas. Et on vient se chercher dans le miroir. Et là, on a la beauté de toutes les femmes que l'on voit sur les photos. On est sculpté par la lumière, on voit nos ombres, on voit nos lumières. On n'a plus qu'à les suivre pour poser nos produits de maquillage. Et là, on a un visage qui est éclairé de façon optimiste. Et ça va aussi permettre aussi de dégager le cou, de dégager les paupières et de se maquiller plus facilement que quand on est... comme ça ou vers le bas. Souvent, le problème, c'est que comme on est gêné par le lavabo... C'est aussi toute une posture. La posture, elle vient du fait qu'on a souvent un élément entre le miroir et nous. Il y a le lavabo. Et le lavabo nous oblige à nous rapprocher et du coup à nous rapprocher vers le bas. Et malheureusement, on subit la pesanteur. Donc, on se retrouve avec la peau molle et le coup de dindon. Et du coup, on est obligé de tirer sa paupière et on est obligé d'ouvrir la bouche. Et en fait, voir la glotte quand on se maquille, c'est pas ce qu'on a de plus sexy, les filles. En fait, à l'époque, elles avaient quand même... C'était quoi Elles s'assiedent, des coiffeuses. Oui, des coiffeuses. Et ça, c'était chouette. Là, du coup, c'était pas mal parce que déjà, on prenait un peu de temps pour soi et pas à se maquiller à l'arrache dans le couloir ou dans la bagnole ou dans le métro. Ça, c'est quand même le minimum qu'on se doit. Et ce que je veux dire aux filles, et c'est le mot de la fin, parce que prendre soin de soi, c'est pas prendre beaucoup de temps. C'est comment je prends le peu de temps que je m'octroie, mais que je prends du bon temps dans ce peu de temps. Donc, même si c'est 5 minutes, il faut pas se bâcler. Qu'est-ce que je peux y faire rentrer ? Et prendre soin de soi, ça prend pas de temps, ça prend du bon temps. Merci, Karine. Je cours, je vole.
Fonce à ta conférence, c'est déjà 2 minutes en retard et tu dois déjeuner. Merci Karine, je pense que voilà, c'est... Ouais, merci Karine. Hein. Bah écoute, j'espère qu'on est bon et puis on se retrouve très vite. Merci Delphine, merci à toutes, à bientôt et venez nous voir. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.